Alors là, j'ai pris la carte de Backlash 2025 sous les yeux, et vous savez pas ce que je vous ai dit? J'ai pensé qu'il y a des choses qui me hype et d'autres qui me donnent envie de me claquer la tronche par terre. Devinette, à qui je vais m'en prendre dans cette vidéo? Vous allez bientôt le savoir si vous prenez un petit café et qu'on discute de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur la carte de Backlash 2025. C'est parti. C'est l'heure mes amis, ça y est, Backlash arrive à grands pas, le premier PLE depuis WrestleMania 41, le WrestleMania de la Discord j'ai envie de vous dire. Et ça y est, on devine en gros la plupart des affiches de cette carte, alors il y en a qui sont officialisées au moment où j'enregistre cette vidéo, d'autres qui sont sur le point de l'être, et on va commenter tout ça parce que oui, j'ai des choses à dire, vous me connaissez, mes fidèles, vous le savez, j'ai toujours un avis. Il y en a de ces matchs-là, enfin surtout un en particulier, qui me hype tout particulièrement, je pense que vous avez deviné lequel depuis un bon bout de temps maintenant. Il y en a où j'ai envie vraiment de me cogner la tête contre un mur, tellement je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Enfin bref, on va y aller, et je commence tout de suite par donc la fiche qui a été la première à être officialisée, John Cena contre Randy Orton. Est-ce que sur ça j'ai besoin de vous dire à quel point c'est le classico de la WWE, évidemment, mais que c'est clairement le match le plus excitant de cette carte, il n'y a pas l'ombre d'un doute, même si paradoxalement ce qui est bizarre, c'est qu'on semble parti dans une direction, la post-WrestleMania 41, où bon, tant mieux, on renouvelle un peu, on met Cena Orton, très bien, ça me fait plaisir, je suis le plus heureux de les retrouver ensemble, surtout que je pense que ce sera probablement la toute dernière fois là. Bref. Ce qui m'étonne un peu, c'est que pendant ce temps, et Cody Rhodes alors, il est passé où? Et où est passé, bon évidemment, j'en parle même pas, où est le Final Boss, où est The Rock, ça, même pas en rêve, on a des nouvelles de lui là, même si justement, vous allez voir, c'est un peu l'objet d'un coup de gueule. Et donc c'est quand même une direction étonnante, puisque il y a quand même deux acteurs majeurs de tout ce qui entoure le titre WWE, dont on n'entend pas parler. Bref, en tout cas Cena Orton, je vais vous dire, mes attentes pour ce match, clairement, c'est de revivre une dernière fois l'incroyable rivalité, de revivre leur alchimie, de ressentir leur complicité. Alors j'aimerais beaucoup, et ça, je vous invite à être très attentif à ça pendant ce match, mes amis, regardons de très près si on va faire des petites références, des petites subtilités à leur riche passé, parce que quand même, Cena Orton, si c'est vraiment la toute dernière fois de tous les temps, ce serait quand même sympa qu'il y ait quelques petites références comme ça, de... Peut-être le match, vous savez, le fameux I Quit de 2009, le fameux Iron Man match de 2009, enfin bon, en réalité, il y en a plein, bon, après, c'est sûr que ça implique peut-être des stipulations ou des moments spéciaux, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que j'aimerais qu'il y ait vraiment des clins d'œil au passé, et que ce soit un peu un moment nostalgie, ce match. C'est vrai, c'est ce qu'il est censé être, je pense, vraiment faire appel à tous ceux qui ont vécu alors j'allais dire des dizaines, mais en tout cas, un bon paquet de Cena Orton et qui vont vivre pour la dernière fois. C'est un moment spécial, ça mérite de l'émotion, ça mérite de la profondeur. Alors c'est vrai que j'ai souvent tatané la WWE les gars, vous avez bien vu, sur le fait par exemple de manquer de créativité, évidemment ça c'est une constante, sur le fait aussi de, parfois, exemple ultime, Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania, pas la moindre vraie écriture du match, on enchaîne une séquence avec l'autre... Bon, je reste poli, allez, l'autre zouave de Cena, même si je le respecte évidemment, c'est sur ça qu'il est un zouave, qui hurle en gros chaque truc à faire, et puis voilà, on passe d'une séquence à une autre, ça s'enchaîne, blablabla, et il n'y a rien de vraiment profond, il n'y a pas vraiment d'émotion, ça connecte pas, et j'espère que Cena Orton, justement grâce à leur incroyable complicité, et à quel point ils se connaissent par cœur, que ce sera tout l'inverse de ça, que ce sera bien écrit, qu'on sentira vraiment de l'alchimie, qu'on sentira de l'écriture. J'ai de fortes attentes pour ce match, c'est vrai, je me dis, quand même, là, en plus, si c'est le dernier, il faut que ce soit à la hauteur. Enfin bref, voilà pour Cena Orton, et ça, je vous le dis tout de suite, c'était clairement celui pour lequel je suis le plus enthousiaste. Et, alors attendez, je vais jouer un petit jeu en direct, je vais voir lequel me hype le plus, ou plutôt me désintéresse le moins, je devrais dire, dans les affiches suivantes. Alors je dirais, si c'est officialisé, parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça l'est pas. Mais on peut quand même imaginer que vu qu'ils se sont quand même confrontés à Monday Night Raw et que Logan Paul a un peu fait du trash talking envers notre bon Jey Uso, qu'il y aura peut-être, probablement, Jey Uso contre Logan Paul pour le titre poids lourd. Et je me dis, cette affiche, j'ai quand même envie de la voir. Alors, bon, c'est sûr que j'ai l'impression qu'avec Logan Paul, en fait, c'est un peu la rivalité parfois qu'on met de remplissage quand ça concerne un titre en tout cas, et que Logan gagne jamais. Mais justement, et si cette fois-ci,
Logan Paul était celui qui brisait tout de suite le règne, pourtant qui tant attendu, en tout cas pour la Bloodline et surtout pour Jey Uso, donc de Jay. Vous vous rendez compte comme ce serait quand même sensationnel ça? Ça pour le coup il y a quand même un suspense, parce que je me dis, est-ce qu'ils oseraient mettre Jey Uso champion à WrestleMania, faire la grande consécration et raconter l'histoire que tout de suite après son moment est déjà gâché? Parce que c'est vrai que, regardez, c'est ce qui s'était passé quand il était champion intercontinental, hein. Et d'un autre côté, je me dis, ça pourrait aussi être un peu une chose qui lui arrive plusieurs fois dans sa carrière, et ça rajouterait peut-être de la profondeur, que Jay, à chaque fois qu'il arrive au top, il n'arrive pas à y rester pour X raisons, ça raconterait une histoire. Et surtout, Logan Paul, je me dis parallèlement, bah c'est vrai que on a bien noté que depuis l'arrivée de Raw sur Netflix, il est important, hein, vous l'avez vu, hein, vous êtes témoin, il est important hein, pour Raw sur Netflix. Et puis il a quand même eu une victoire marquante à WrestleMania hein, contre AJ Styles. Et c'est vrai que, je me dis, depuis le temps qu'il tourne autour de, parfois, il y avait eu Cody Rhodes, il y avait eu Roman Reigns, et qui prétend quand même à des choses très importantes. Et en plus, il est jeune, Logan Paul, ne l'oublions pas, il incarne quand même l'avenir de la WWE plus que Jey Uso. Et si Logan Paul était la surprise et qu'il battait Jey Uso, c'est pas impossible. Hein. Donc je me dis, si c'est officiel, je l'espère, il y aura du suspense. Alors, encore une fois, mais je vais pas me répéter, je regrette que Jey Uso, il n'y ait pas un énorme élan autour de lui et qu'il y en a qui le rejettent. Il le mérite pas, c'est cruel et injuste. Et sur ça, je tatane ceux qui le rejettent, même si chacun son avis. Parce que c'est un bon gars et il le mérite. Bref. En tout cas, Jey Uso contre Logan Paul me hyperait si ça a bel et bien lieu. Sinon, je dois dire que, allez, l'affiche... alors, pour le titre des États-Unis, Jacob Fatu qui le défend dans un Fatal 4-Way, ce qui promet du rythme, ce qui promet de l'action et du dynamisme, ce qui est toujours moyen, hein, et puis même ça variera un peu par rapport au reste de la carte, je pense. Jacob Fatu donc, contre LA Knight, mais c'est pas tout. Donc là déjà, bon, rematch de WrestleMania, mais avec aussi Damien Priest et Drew McIntyre. En gros, ce que j'aime bien dans cette affiche, c'est qu'on combine un peu de matchs de WrestleMania, un 2 en 1, hein, qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai, d'une pierre deux coups. Donc ils sont venus, Priest et Drew McIntyre, un peu s'incorporer hein, dans cette affiche et cette feud pour le titre des États-Unis. Et bah je me dis, bon, c'est vrai que ma petite critique sur ce match, ce serait quand même que Drew McIntyre mérite beaucoup mieux. Bon, d'un autre côté, bon, c'est vrai que Drew Priest, il y a quand même une histoire malgré tout, hein, c'est vrai. Et bon, après, c'est vrai que c'était pas non plus catastrophique hein, à WrestleMania. Mais bon, en tout cas... Bon, est-ce que si Drew devenait champion des États-Unis, est-ce que je serais heureux? Je me dirais, bah, il mérite quand même beaucoup mieux. De l'autre, je me dis, bon, ben, Jacob Fatu est quand même en danger. En tout cas, il y a du suspense. Dur de savoir ce qui va se passer. Bon, je me dis quand même, ils vont bien construire des champions pendant plusieurs mois hein, dans cette histoire, j'imagine. Surtout si Jacob Fatu est considéré comme box-office. Vous savez, des news qui étaient sorties, a priori, donc TKO avait remplacé Solo Sikoa dans le match pour le titre des États-Unis par Jacob Fatu, parce qu'il trouvait Jacob plus attractif en termes de vente de tickets, en termes simplement de star power peut-être, que Solo Sikoa. Donc, je me dis, c'est que Jacob, il y a quand même des projets autour de lui, donc... Mais bon, le match pourrait être divertissant, donc je regarderai ça avec intérêt. Mais bon, là, les mecs, là, on se rapproche, ça y est, des affiches où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Bon, la pire, je la fais après. D'abord, je dois dire, bon, même si, bon, je suis peut-être un peu dur, hein, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je suis un peu trop sévère, là. En gros, Lyra Valkyria contre Becky Lynch pour le titre intercontinental. Alors... Autant, c'est vrai que Lyra Valkyria, je me dis, bon, il y a un peu ce côté disciple contre élève avec Becky Lynch, puisqu'on sait que Lyra Valkyria, c'est en voyant Becky Lynch qu'elle a un peu découvert le catch, puis surtout elles ont le point commun d'être des Irlandaises, ce qui est quand même peu commun, et d'avoir un peu cette similarité, d'avoir bataillé pour en arriver là, et donc il y a cette dimension que j'aime toujours bien, hein, sachant que ça raconte toujours une histoire assez intéressante quand t'as le mentor contre le poulain. Ça rappellerait plutôt, s'il le faisait enfin, nom d'un chien, la situation qu'on aurait en cas de Orton contre Cody Rhodes, par exemple. Le fait est que je me dis, bon, il y a cet aspect-là, ok, il est intéressant, mais bon, est-ce que ça fait rêver, sérieux? Non, ça fait pas rêver, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Surtout que Becky Lynch, ça fait vraiment un moment que... Je sais pas où est le problème, que ce soit un peu l'attitude ou le look ou le fait, en gros, depuis qu'elle était revenue à l'été 2021, qu'elle a eu sa grossesse,
je trouve qu'elle dégage plus la même chose qu'avant, enfin, elle me tape un peu sur les nerfs, moi, cette Becky Lynch. Bon, je suis pas fan, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, cette affiche, je me dis, bon, c'est vraiment pas très excitant. Hein. Et puis même l'enjeu, je me dis, ok, bon, pour le titre intercontinental, bah, je pense que l'intérêt de ce match, hein, c'est surtout, si je dois y trouver quelque chose à hyper, je me dis, bon, bah, c'est le côté, on va dire, oui, voilà, peut-être la nouvelle Becky Lynch contre Becky Lynch, et peut-être le fait que là, c'est censé construire Lyra Valkyria, mais malheureusement, cette Lyra Valkyria, autant, je respecte, hein, comme tous les catcheurs et catcheuses, le parcours pour en arriver là, la détermination, les sacrifices, mais je me dis, est-ce que c'est une star celle-ci? Non. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit coup de gueule. J'en profite, hein, tant qu'on est là, que comment Lyra Valkyria peut être mise en avant autant, et comment une Chelsea Green, et ça j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, hein, vous savez à quel point je trouve que Chelsea Green est bien plus divertissante que bon nombre de ses camarades, comment Chelsea Green peut se retrouver là, bon déjà sans ceinture et sans rien, et complètement secondaire dans les priorités de Triple H au créatif, et Lyra Valkyria avoir une, je sais pas, un rôle de premier plan pareil, je comprends pas. Je me dis, c'est qu'il y a vraiment des goûts très bizarres parfois, hein. Autant on entend plein de fans, alors chacun se fait son avis évidemment, je respecte ceux qui trouvent ça, mais oui, Triple H, c'est génial, il cuisine, c'est fabuleux, mais bah expliquez-moi alors, pourquoi une Chelsea Green qui a bien plus de talent et qui a bien plus aussi d'éloquence, qui a bien plus d'histoire aussi à raconter qu'une Lyra Valkyria, pourquoi Chelsea Green on n'en fait rien? À part, bon ok, on lui a donné un règne de championne des États-Unis, ok, mais pourquoi elle est pas plus mise en avant que Lyra Valkyria par exemple, ou clairement, hein, depuis que elle est dans le roster principal, bah là en fait, ce qui arrive avec Becky Lynch, c'est un peu j'ai envie de dire, la première vraie histoire, hein, avec elle. Sinon il n'y a pas eu d'histoire. On n'a fait aucun effort, littéralement zéro, pour construire un peu un personnage, montrer un peu une identité, vraiment nous donner envie de mieux la connaître, de nous attacher à elle. On fait rien, et c'est des feignasses, et c'est pour ça que, bon, ça, sur cet aspect-là, ce match m'énerve. Mais il m'énerve pas du tout autant que l'affiche dont je vais parler maintenant, et là, c'est celle-ci, pour laquelle je vous disais tout à l'heure, celle-ci, elle va prendre cher, hein. Ah, celle-ci, Gunther contre Pat McAfee. Bon déjà, alors, par où commencer? Déjà, je veux dire, si je m'intéresse vraiment qu'à Gunther dans ma réflexion, là, je me dis, Gunther, il passe d'être champion poids lourd à un match contre Pat McAfee. Déjà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Sérieusement, comment on peut... Alors autant, je suis pas le plus grand défenseur de Gunther, hein, pourtant je trouve pas que c'est un monstre de charisme, de personnage, d'identité, non, mais d'un autre côté, il y a pire que lui, quand même. Donc, et puis je respecte quand même le fait qu'il apporte un minimum de sérieux, parfois d'intensité. Il y a eu des moments dans la feud contre Jey Uso qui étaient pas mal, je trouve, j'en ai déjà parlé. Donc, bon, je me dis, allez, ça mérite quand même un peu de respect. Mais je me dis, Gunther, quelle déchéance de se retrouver là. Alors, ok, il a pété un plomb après avoir perdu son titre, d'accord. Mais ça sent tellement le match qui sort de nulle part, de remplissage. Genre, c'est un peu comme si on s'était dit, bon les mecs, il nous faut un match là pour Backlash, là. Il nous faut un match un peu spécial, un peu différent, parce que oui, on a des rematchs de WrestleMania ou des choses qui rappellent WrestleMania. On a notre Cena Orton, bon ça ok, ça c'est notre grosse affiche, mais il nous faudrait peut-être un petit truc différent avec une personnalité peut-être un peu extérieure ou un peu spéciale par rapport à d'habitude. Et si on mettait Pat McAfee? Parce que c'est vrai que lui, il a quasiment jamais de match, hein. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Pat McAfee là? Ils veulent le construire comme un futur champion poids lourd? C'est quoi le problème là? C'est quoi le projet? Pourquoi? C'est vrai que Pat McAfee, d'un coup, il était un peu comme sorti de sa boîte pour avoir un match à WrestleMania 38 là, en 2022 contre Austin Theory. D'ailleurs lui, Austin Theory, c'est vraiment encore un qui est complètement, mais il sert à rien quoi, il sert vraiment à rien. Bref, gaspillage d'ailleurs. Et je me dis, Pat McAfee, c'est quoi l'idée? On lui fait avoir un match une fois tous les 3 ans pour créer un petit événement, et c'est tout. Je comprends pas pourquoi, enfin je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi on est censé en gros attacher de l'importance à McAfee en tant que catcheur. Bon déjà en tant que commentateur, je suis pas le plus grand fan, je trouve que il en fait souvent trop, il est lourd parfois, mais bon, après bon, par moment, enfin mieux que d'autres par moment, mais en tout cas cette affiche, je la comprends pas trop, je trouve que ça fait vraiment le match qu'on tire du chapeau comme ça, et qu'on essaye de nous vendre comme quelque chose d'intéressant, alors que,
Et même pour Gunther aussi. Quel pas en arrière. Si Gunther bat McAfee, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça fait? Bon, je me dis, à moins que ça, ce soit le tout début d'une feud qui va être longue et peut-être très intense avec de la bonne tatane et McAfee ratatiné. Et encore, je me dis, Gunther, il a tout à perdre hein, dans cette situation, parce que perdre contre McAfee, ce serait la honte. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pour construire McAfee comme une victime de Gunther pendant des mois, pour au final lui offrir un feel-good moment? Je sais pas, enfin moi, il m'intéresse pas trop ce match. Voilà, donc ça, dites-moi en commentaire si vous comprenez l'histoire derrière, ou que ça vous plaît. Mais moi, je trouve que c'est faiblard. Et on enchaîne, donc alors, à l'instant où j'enregistre, on avait, a priori, peut-être un match qui se dessine pour le titre de Tiffany Stratton. Alors, peut-être un triple threat. Alors, pourquoi pas un triple threat? C'est vrai que le casting est pas mal, là. Tiffany Stratton contre Jade Cargill contre Naomi. Bah, en gros, on a fait un peu comme avec Jacob et Priest et tout ça, là. On a combiné. On a gardé une affiche de WrestleMania et on l'incorpore dans la course au titre, même s'il y aura peut-être Nia Jax aussi quelque part. Et je me dis, bon, si c'est un triple threat, je préférais pour le coup un triple threat, parce que Tiffany contre Nia Jax, je trouve qu'on l'a vraiment assez vu maintenant, ça y est. C'était sympa, c'était intéressant, elles ont fait du teasing pendant des mois, c'est terminé, basta, passons à autre chose. Et Tiffany, je me dis, voilà, c'est vrai que contre Jade et Naomi, elle peut être en danger. Alors, c'est vrai qu'on a déjà bon, la situation entre Jade et Naomi, qui était déjà donc un angle de WrestleMania. On a le fait, moi de toute façon, j'aime toujours bien les triple threats, parce que tout peut arriver. Et il y a toujours du rythme en général, parce que l'un peut, à un moment donné, prendre un peu de repos et revenir plus fort après et laisser les deux autres. Enfin, plein de combinaisons sont possibles. Et j'ai quand même envie de voir Tiffany Stratton, que j'aime bien évidemment, dans cette situation un peu nouvelle pour elle. Et peut-être que ce sera violent, hein, qui sait, vu que Jade et Naomi sont censés se détester. Et j'en viens à ma conclusion, hein, enfin en tout cas mes derniers points sur cette carte de Backlash qui rend tout ça très faiblard, c'est que je me dis, et il est où Roman Reigns, il est où? Il est où CM Punk? Il est où Cody Rhodes? Alors ok, j'ai compris, oui, on prend du repos, oui, on préserve certains, oui, le planning de la WWE, il est chargé, il est très chargé, c'est vrai, mais je me dis, nom d'un chien, qu'est-ce que j'aime pas quand les plus grandes stars, en gros, tu devines, si Roman Reigns, par exemple, n'est pas à Backlash, je me dis, automatiquement, Backlash, ça veut dire que c'est pas vraiment important, parce que si c'était important, il y aurait Roman Reigns. C'est vrai, c'est ça l'impression que ça donne, quand les part-timers prennent du repos et n'apparaissent pas à un PLE, tu te dis, ça c'est clairement, c'est un PLE secondaire. Alors que pourtant, historiquement, j'ai toujours bien aimé Backlash, hein, je trouve que surtout, ça me rappelle aussi l'époque Catch Attack, quand Backlash était juste après WrestleMania. C'était, en général, des shows que j'aimais bien. Et je me dis, dommage qu'ils ne soient pas plus pris au sérieux. Dommage. D'ailleurs, c'est un peu comme Backlash en 2024. Alors autant, Cocorico, il était en France, super. Mais en soi, la carte était dégueulasse, hein, soyons honnêtes. Cody Rhodes qui défend son titre contre AJ Styles... ça montre bien à quel point c'était pas pris au sérieux de fou ce PLE, hein, franchement. Donc je me dis, c'est vraiment du gâchis, je me dis, pourquoi on doit à chaque fois avoir des absences? Alors je sais que Roman Reigns, il est proche de la fin maintenant, et que c'est sûr que ils ont mérité ce statut, je dis pas le contraire, mais à chaque fois devoir attendre qu'ils reviennent, et pourquoi pas... Quand je pense à l'époque dorée, où t'avais les plus grandes stars, quoi qu'il arrive à tous les pay-per-view, ça me paraît bien loin. Et Cody Rhodes, à la limite, je me dis, ok, il a terminé un long règne, il a été vraiment fourré au moulin, il mérite quand même un petit mois de vacances, surtout que c'est justifié d'un point de vue kayfabe, puisque il vient de perdre son titre, il doit se remettre de ça, c'est quand même un choc. Ok. Mais bon, je regrette qu'il n'y ait pas, finalement, les plus grosses stars. C'est John Cena et Randy Orton, hein, de ce show. Bon, c'est très bien, mais bon, en tout cas, le seul vrai match avec des grosses stars, c'est Cena Orton. Et à la limite, peut-être Jey Uso, ok. Et d'ailleurs, j'en viens à dire, et si on profitait du fait que Backlash, c'est vrai que la carte est un peu faiblarde, selon moi, ça manque un peu de star power. Et c'est vrai que, à part Cena Orton, c'est pas non plus hyper excitant. Je me dis, et si ce Backlash-là, est-ce que ce serait pas l'occasion idéale de rattraper quelque chose qui était peut-être le problème majeur de WrestleMania?
Alors là, vous devinez vers où je vais aller, je pense. Tout simplement, The Rock, le final boss, évidemment, évidemment. On est tous encore excédés, je pense la plupart d'entre nous, hein. On est tous encore excédés que The Rock ne soit pas apparu pendant le main event de WrestleMania. Alors oui, il y a des explications probablement autres que purement catchesques. Chacun a son avis, c'est pas la question. Mais je me dis, d'un point de vue storyline et storytelling, The Rock, le fait qu'il n'ait pas été à WrestleMania déjà, bon, et qu'il ait jamais expliqué, pourquoi, en gros, John Cena, pourquoi il a vendu son âme à The Rock, pourquoi, ça mène à quoi? Expliquez-nous un peu, donnez-nous un peu des éléments, c'est vrai. Je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion idéale, Backlash, de faire un segment The Rock, pourquoi pas, peut-être après Cena Orton, hein, qui sait, ce serait peut-être pas mal, en fonction de ce qui s'est passé. Et en tout cas, une apparition de The Rock, évidemment, ce serait pas de refus, tout comme à Bad Blood, je trouve que, bon, ça commence à dater, mais apparition surprise, c'était génial, hein, apparaître d'un coup à la toute fin du show pour regarder Cody Rhodes et Roman Reigns de loin, ça c'était super. Et puis évidemment Chamber, mais ça c'était déjà annoncé, bien sûr. Mais en tout cas, un segment de The Rock, c'est jamais de refus, et c'est toujours excitant, et justement, je me dis, là, si The Rock apparaît, d'un coup, il y a plein de mystères et de points d'interrogation. Tu te demandes, est-ce qu'il va parler de Cena, vendre son âme? Est-ce qu'il va parler de Cody Rhodes? Est-ce qu'il va parler de Triple H? Est-ce qu'il va faire référence à Roman, à la suite, à ses ambitions, ou peut-être ce qu'on va voir en 2025, le reste de l'année? Ce serait bien. En tout cas, mes amis, je vous invite à me dire, vous, ce qui vous excite le plus. Est-ce que vous trouvez que cette carte est scandaleuse? Est-ce que vous la trouvez faiblarde comme moi? Et puis, évidemment, j'en profite pour vous dire un énorme merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour toute la vie que vous apportez à la chaîne. C'est très précieux et je vous en suis très reconnaissant. Et tant qu'on y est, mes amis, j'en profite pour vous donner rendez-vous le 12 juin pour une vidéo qui devrait vous intéresser. Alors c'est vrai que une des stars que j'apprécie le plus dans la division féminine actuellement, c'est Bianca Belair, ça vous l'aurez bien compris depuis le temps. Et figurez-vous qu'une vidéo va arriver ce jour-là, très intéressante. On va parler tout simplement de l'être humain derrière la catcheuse, notamment s'intéresser à un aspect dont on parle très peu en général dans le catch, et dommage parce que ça peut aider beaucoup de personnes, et c'est toujours quand même un domaine important de la vie, le domaine des troubles alimentaires. Sachez que Bianca Belair, elle a une histoire très forte dans cet aspect-là de sa vie, et on va s'y attarder beaucoup, et croyez-moi, ça va probablement beaucoup faire remettre en question, enfin, sauf si vous connaissez déjà, mais quand bien même vous connaissez déjà, ce sera intéressant malgré tout, ça pourrait remettre en question, en tout cas, votre vision de la IST de la WWE. Alors, rendez-vous le 12 juin, croyez-moi, ça vaut le détour. Et espérons que malgré une carte quand même un peu faiblarde, que Backlash soit peut-être l'agréable surprise des PLE de 2025. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.